Maintenant, la problématique des enfants, c'est qu'il est très difficile d'affirmer quelque chose que le groupe rejette. Vous parliez de la responsabilité des marques sur le sujet, sur le côté rose-bleu. On le sait, c'est une des dérives, mais du capitalisme. C'est qu'à un moment donné, c'est juste une approche marketing. Le garçon qui adore se déguiser avec une robe de princesse, on le dit plus aux parents parce que le parent va pas être content parce que son garçon a mis une robe de princesse, quoi. C'est toujours et encore une histoire d'éducation. On dit aux garçons, oui, tu vas être courageux. Aux filles, on leur dit toujours, oh là là, non, ne fais pas ça, tu vas tomber, etc. Les garçons, on les entraîne même à tomber, quoi. Évidemment qu'après, les garçons se disent qu'il faut être courageux. C'est ce qu'on leur dit d'être. Je précise que je porte une veste bleue parce que je l'ai piquée à Solène, parce que le bleu, c'est la couleur de Solène. C'est écrit partout, tout le monde le sait, c'est dans les dicos, et particulièrement ce bleu en plus. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solène Boquillon-Le Guaziou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Cette semaine, en invité régulier, nous avons Émilie Berthet, notre sophrologue qui aide les petits et les grands à mieux gérer leurs émotions. Salut Émilie. Salut à tous. Et nous avons Pascal Van Horn, le fondateur de Histoire de Papa, qui accompagne la parentalité en entreprise. Bonjour Pascal. Bonjour Solène, bonjour à toutes et à tous. Et nous avons notre invitée spéciale, une journaliste engagée, autrice et fondatrice du magazine Chica, Elisabeth Roman. Bonjour Elisabeth. Bonjour Solène, bonjour Pascal et Émilie. Merci d'être avec nous. Alors, au programme pour cette émission, nous allons commencer comme d'habitude avec une question d'actualité et nous allons parler du plan filles et maths qui a été annoncé par la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Ensuite, on passera au débat de la semaine. Les injonctions faites aux garçons. On parle souvent des filles, et moi j'avais envie pour cet épisode de parler des garçons. Et ensuite, nous aurons nos deux rubriques, l'astuce parentale de la semaine et un quiz pour terminer. Allez, on démarre avec l'actualité de la semaine. Donc, Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, a annoncé mettre en place un plan filles et mathématiques. Il est vrai que la place des filles dans les filières scientifiques est un problème depuis plusieurs années en France, puisqu'on a 42% des filles qui choisissent la spécialité maths en terminale, mais seulement 25% qui poursuivent vers des études d'ingénierie ou de numérique. Et ce chiffre n'a pas bougé depuis 20 ans. Le décrochage commencerait dès le CP. Les filles pensent que les maths, c'est pas fait pour elles et que les filles sont moins bonnes en maths. Et donc, l'idée, c'est d'instaurer des quotas, de former les enseignants au biais de genre et d'avoir des objectifs concrets de quotas dans les lycées et les prépas pour susciter des vocations. Alors, Elisabeth, ça t'inspire quoi, toi, cette... Écoute, oui, c'est évident qu'il y a une problématique avec la croyance des filles, comme quoi elles ne sont pas bonnes en maths. D'ailleurs, il y avait une expérience sociologique qui avait été faite, qui était très, très intéressante, si je peux me permettre de la rencontrer vite fait. Bien sûr. On avait proposé un schéma mathématique avec plein de vecteurs, etc., à des filles en leur disant, dans un groupe, on leur disait, c'est un schéma mathématique, et dans l'autre, on leur disait, c'est un schéma artistique, si tu veux, une création artistique, et finalement, on leur demandait de refaire de mémoire ce dessin, et finalement, elles arrivaient beaucoup mieux à le faire quand on leur expliquait que c'était de l'art. C'est-à-dire que d'entrée, c'est pas parce que leur cerveau n'était pas mathématique, c'est parce qu'elles pensaient qu'elles n'étaient pas capables de refaire un schéma mathématique. Donc voilà, donc ça prouve bien qu'il y a un énorme problème depuis pas mal d'années. Et donc oui, évidemment, c'était très très bien, sachant qu'il y a que 30% de femmes scientifiques et qu'il y a que 10% de femmes dans le numérique. Donc oui, il faut leur expliquer que ne sont pas plus nuls en maths que les autres.
Et c'est un vrai sujet et moi aussi je vais faire une parenthèse parce que je suis très investie dans les femmes et la tech depuis plusieurs années et c'est vrai que je me rappelle, j'avais eu cette discussion avec, 2 de mes apprentis, il y a 3 ans. J'allais encore à un événement, une table ronde sur les femmes et la tech et elle me pose la question: «Mais pourquoi est-ce que tu t'investis sur ce sujet? C'est quoi le problème?» Et quand je leur ai donné, je vais te donner les 2 exemples que je donne souvent en table ronde. L'exemple, de la première carte, bancaire, d'Apple, donc quand Apple a lancé, sa carte bancaire, pour, une carte de crédit, il y a, un entrepreneur, suédois qui a demandé donc à avoir la carte de crédit. Et il en a demandé une pour lui et une pour sa femme et ils gagnaient tous les 2 exactement la même chose. Et en fait, lui, il a eu 10 fois plus de crédit accordé que sa femme parce qu'en fait, les biais algorithmiques avaient considéré que c'était plus dangereux de prêter de l'argent à une femme qu'à un homme. Et donc, il se retrouvait avec une énorme différence. Et le deuxième exemple que j'aime bien donner, c'est celui de la santé, où en fait, il y a eu un logiciel de tri des patients à l'entrée aux urgences qui a été conçu. Et en fait, il n'a pas du tout pris en compte le fait que les symptômes de la crise cardiaque de l'homme n'étaient pas du tout les mêmes que celui de la femme. Et en fait, les femmes n'étaient pas prioritaires si elles avaient une crise cardiaque. Et donc, on peut mourir dans la salle d'attente parce que on ne sait pas que les symptômes sont différents. Donc tout ça pour dire que, en fait, pour moi, c'est même pas un sujet d'égalité, c'est un sujet de société parce qu'en fait, si on a une société tout numérique qui n'est construite que par la moitié de l'humanité, et ben on se retrouve avec l'autre moitié dont les besoins ne sont pas couverts et c'est pour ça que c'est très très important d'avoir plus de filles dans le numérique. Donc voilà, je me permets cette parenthèse pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas trop ce secteur. Et le premier frein à avoir plus de filles qui choisissent la filière numérique, c'est les parents et c'est les mères. Parce que les mamans se disent que bah non, c'est pas un secteur pour ma fille, ça va être dur, elles vont être toutes seules, etc. Voilà ce que je voulais ajouter. Pascal, Émilie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, moi j'avais eu un retour aussi d'une professeure de mathématiques qui m'avait vraiment souligné le fait que les filles dans sa classe étaient en première terminale, étaient en pleurs, paniquées vraiment à l'idée d'un test, d'aller au tableau, etc. Elle voulait pas se lancer et donc elle m'expliquait que elle, dès le départ, elle avait instauré ce qu'elle appelait l'interrogation équitable, c'est-à-dire que si un garçon passe au tableau, celui d'après, ça sera une fille, enfin la personne d'après sera une fille, etc., etc. Et elle m'expliquait aussi qu'elle avait un vrai rôle de coach, et elle leur disait qu'elle croyait en elles, qu'elle avait confiance en leurs capacités. Et je trouve que dans cette réforme, dans ce qui est mis en place, il y a cette importance de prise de conscience vraiment des enseignants, de à quel point les stéréotypes de genre ont la dent dure et à quel point aussi la notion de confiance, de légitimité est importante. Les compétences sont là, mais si on s'autorise pas à les revendiquer, à les présenter, c'est ce qui va bloquer aussi ces jeunes filles à aller au tableau, à oser, etc. Et je trouve que ce point est vraiment essentiel dans cette proposition et je trouve que c'est très concret en fait ce qu'ils mettent en place avec dès la rentrée vraiment des choses de sensibilisation et d'action. Donc moi je trouve que c'est très bien, ouais. Et moi, j'avais envie de réouvrir la parenthèse ouverte par Solène pour rebondir effectivement sur la féminisation dans la tech, c'est essentiel. Déjà, il y a peu de femmes qui sont dans la tech, mais en plus, 1 sur 2 quitte la tech avant 35 ans parce que elles trouvent pas leur place. Et on pourrait mettre ce chiffre en parallèle avec un autre chiffre qui est que en 2030, 85% des métiers seront dans l'univers du numérique, peu ou prou dans la tech plus ou moins large. Donc, il y a 2 conséquences à la non-féminisation des femmes dans la tech, mais donc en amont à la non-appétence réelle ou pas des maths des petites filles. C'est que, il y a le point qui a été évoqué par Solène, c'est que du coup, il y a juste des biais qui font que les produits et les services qui sont créés par la tech, 50% ne sont pas destinés à la population féminine, puisque, enfin, voilà. Donc ça, c'est un gros sujet. Et le deuxième sujet, c'est un sujet d'employabilité. Vu que 85% des métiers sont liés à la tech, ça veut dire que, de facto, on éloigne une grosse proportion de femmes d'un métier, là où, qui est le métier où on emploie le plus, quoi.
Donc c'est essentiel de sensibiliser aujourd'hui les petites filles, que ça soit, mais à mon avis, c'est même dès la primaire et après en accéléré au collège et au lycée. Je trouve que l'initiative partagée par Émilie, elle est hyper intéressante pour tout de suite créer un nouveau référentiel et pour qu'on change la donne pour les années futures, parce que sinon ça va être, je pense, assez dramatique. Donc bon, bah, on va voir, j'espère que ça va produire, ses effets, et que, bah, ce sera, bien, appliqué, mais c'est vrai que, bah, moi qui suis sujet depuis plusieurs années, là, il y a une petite régression, donc ça serait bien de remonter, pour avoir, vraiment plus, de femmes dans le numérique. Allez, maintenant, on va passer au débat de la semaine. Et juste avant, je vais te représenter un petit peu, Elisabeth. Donc, tu es journaliste depuis plusieurs années. 2003, j'ai vu. Depuis une trentaine d'années, oui, effectivement, même plus. Ouais. Donc, tu as travaillé, par exemple, chez Europe 1. Et puis, un jour, tu as décidé que tu allais voler de tes propres ailes. Tu as fondé Luquide, qui est une agence de presse, et le magazine Chica, que moi je suis depuis tous les débuts, les premières campagnes Ulule, qui est le premier magazine d'empowerment des filles de 7 à 12 ans. Mais tu parles dans ce magazine d'égalité au sens large pour les filles et les garçons, et tu incites les enfants à développer leur esprit critique et leur confiance. Et donc, tu vas nous parler de tout ça. Et moi, je voulais faire cet épisode spécial parce que le dernier magazine de Chica est dédié aux injonctions faites aux garçons. Et oui, effectivement. Alors, même si le magazine est plus lu par des filles que par des garçons, puisque tout de suite on est dans la première injonction, c'est-à-dire les garçons n'aiment pas la lecture. Ça fait partie de tout un panel d'injonctions que les garçons ont depuis tout petit. Donc, j'ai décidé de consacrer le dernier numéro. Voilà, le voilà. Je sais pas si on le voit. Donc, et les garçons alors, aussi, ils sont victimes d'injonctions. Et comme les filles, et c'est vrai que c'est un sujet finalement qui commence à être creusé maintenant. On a beaucoup parlé, et c'est très bien, des filles, du féminisme, etc. On a aussi parlé de l'accompagnement des hommes auprès des femmes féministes, des alliés. Mais c'est important aussi maintenant de parler vraiment des garçons et de regarder quelle est leur éducation et quelles sont les injonctions qu'ils subissent, et qui fait qu'effectivement, après, il y a toute cette problématique entre les hommes et les femmes. Donc voilà, je voulais expliquer aussi aux filles que les garçons aussi sont des victimes. Alors des victimes qui à la fin arrivent à un certain pouvoir, mais qui n'empêche, c'est pas pour autant que ça les rend plus heureux. Voilà. Eh ben oui, et donc on va en parler. Et donc les injonctions faites aux garçons, ça les pousse souvent à être forts, à être performants, à être virils, à ne pas exprimer leurs émotions, à se conformer à une image stéréotypée de la masculinité. Et en fait, ça tombe vraiment bien puisque pas plus tard que mardi, on a un rapport qui a été rendu public par France Stratégie, intitulé Comment lutter contre les stéréotypes filles-garçons, qui nous fait un petit peu le bilan des dernières décennies, et qui nous dresse les priorités à mettre en œuvre à 2030. Et donc, ce rapport, il révèle que malgré une baisse générale de l'adhésion aux stéréotypes, c'est vrai qu'il y a eu énormément de communication et on essaye de moins coller aux stéréotypes de genre depuis les années 2000, il y a une résurgence chez les jeunes adultes, et notamment les 18-24 ans, de ces stéréotypes, une montée un petit peu de ce qu'on appelle la masculinité sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, le rapport dit que on pourra tout faire à la maison, tout bien faire à l'école. Si on ne régule pas les réseaux sociaux sur ce sujet, il y aura pas grand-chose qui va changer. Et que donc il y a une énorme implication, un énorme impact des messages véhiculés par les réseaux sociaux sur ces stéréotypes de genre. Et on va parler un petit peu, parce que moi j'ai décortiqué l'enquête qui a été faite auprès d'enfants. Donc c'est très intéressant, mais on va décortiquer au fur et à mesure de la discussion. Donc toi, Elisabeth, déjà,
quels sont les stéréotypes que tu as décidé de traiter là dans ce numéro de Chica et pourquoi? Alors, ben, écoute, il y en a pas mal. Il y a, comme je te disais, la lecture, il y a, évidemment le fait que les garçons ne doivent pas pleurer. Il y a aussi évidemment, cette fameuse expérience qui a été faite sur des bébés, hem, je vais la raconter aussi vite fait parce que j'aime beaucoup des expériences sociologiques, où un groupe d'étudiants, on fait visionner à un groupe d'étudiants un bébé qui pleure parce que devant lui, on lui met un Jack in the Box, un diable en boîte. Et à la moitié du groupe d'étudiants, on fait croire que c'est des filles, et à la moitié de l'autre groupe, on fait croire que le bébé est un garçon. Et en fait, ben, le groupe qui pense que c'est une fille dit elle pleure parce qu'elle a peur, et ceux qui voient le garçon disent bah, il pleure parce qu'il est en colère. Voilà. Et donc d'entrée, on voit bien que ben, les garçons, on les assimile à la colère quand ils pleurent, et que c'est pour ça aussi qu'on les empêche de pleurer. Donc voilà, il y a ça, il y a le fait ben, qu'un garçon ne peut pas rester tranquille, assis. Donc il doit bouger. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les cours de récré, hein, ils investissent la grosse partie de la cour de récré avec les filles autour en train de parler tranquille et les garçons jouant au foot. Donc un garçon ne reste pas à l'intérieur, il sort. Voilà, il y a beaucoup d'injections. Et puis évidemment, sa couleur, c'est le bleu. Il est hors de question qu'un garçon porte du rose. Et si ça a l'air anecdotique, il n'empêche que c'est quelque chose qui ne l'est pas. Un garçon ne peut pas aussi être traité de femme. Voilà, hein, vous m'avez compris, parce que ça donnerait un peu des doutes sur sa sexualité future. Donc voilà, il y en a beaucoup. Un garçon ne sait faire aussi qu'une chose à la fois, alors qu'une femme sait en faire deux. Un garçon a le sens de l'orientation, pas une femme. Bref, il y a si on les décortique, il y en a beaucoup. Voilà. Alors ça, c'est les stéréotypes généralement qui sont véhiculés par les adultes, parce que j'ai envie de dire, les enfants, quand ils naissent, et moi je le vois, je raconte souvent cette anecdote, j'ai été présidente d'une crèche parentale associative pendant 6 ans, et donc je faisais des journées de permanence, j'étais avec les professionnels, et je raconte souvent cette anecdote. Une fois, on avait un anniversaire, et il y a une des professionnelles qui me dit « Ah, c'est dommage, Justin n'aura pas de ballon pour son anniversaire. » Ah bon, pourquoi? Bah, il ne reste que des ballons violets. Et le violet, bah, c'est pour les filles, c'est pas pour les garçons. C'était même pas rose, hein. Et donc là, enfin, j'ai expliqué que Justin, 2 ans, ne savait pas que on avait déjà genré les couleurs. Donc pour tout ça pour dire que c'est un peu ce que pensent les adultes. Mais moi, ce que je trouve intéressant là dans l'enquête qui a été partagée là mardi par France Stratégie, c'est que là, ils ont été interrogés les 11-17 ans. Et qu'on voit très bien que là où les stéréotypes sont le plus ancrés, c'est chez les 11-14 ans. Donc c'est chez les collégiens. Et je vais vous partager quelques chiffres, et après je vous laisserai réagir. Ils sont 60% à être d'accord avec le fait qu'il est du devoir des garçons de protéger les filles. Donc 60%, c'est quand même énorme. Les garçons sont par nature plus violents que les filles, ils sont d'accord avec 58%. Les garçons sont plus résistants à la douleur que les filles, c'est dans leur nature, ils sont d'accord à 26%. Une amitié entre filles et garçons est impossible, ils sont d'accord à 17%. Ce n'est pas normal pour un garçon de pleurer, ils sont d'accord à 15%. Bon, ça c'est un peu moins. Ce que j'avais aussi trouvé intéressant, là, ce que tu disais sur les rôles filles-garçons. Donc, ils disent qu'un garçon qui joue à la poupée, c'est pas normal. Ils sont 33% à être d'accord avec ça. Les jeux vidéo, c'est une activité de garçons, c'est 19%. Mais alors, quand on regarde, en fait, c'est plutôt les garçons, parce qu'en fait, il y a 14% des filles qui sont d'accord avec ça, mais il y a un quart des garçons qui disent que les jeux vidéo, c'est pas pour les filles, quoi. La lecture, c'est une activité de filles, 13%. Ils sont d'accord avec ça. Et une fille qui joue à des jeux de construction, ce n'est pas normal. Ils sont 10% à le penser. Donc en fait, les filles, elles peuvent pas jouer au Lego, hein. Et après, il y avait alors tout ce qui est aussi apparence. Ils sont 40% à penser que c'est normal qu'une fille prenne plus soin de son apparence qu'un garçon.
Après, il y a les sports, 35% à dire que la danse, c'est pour les filles et 34% à dire que le foot, c'est les garçons. Donc, c'est quand même des chiffres, même si on peut se dire, ouais, c'est moins de 50%, mais il y a quand même 35% et 34% qui se disent, bah non, une fille peut pas jouer au foot, un garçon peut pas faire de la danse. D'une manière générale, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de stéréotypes qui sont bien ancrés. Et quand on décortique les stats, ils sont encore plus ancrés chez les collégiens. Alors peut-être que c'est parce qu'au collège, on est un peu dans la construction et qu'en fait on délimite bien filles, garçons, on se mélange pas trop encore et qu'au lycée on commence à se remélanger et donc ça va mieux. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous évoque, Pascal, Émilie, Elisabeth, ces chiffres? Ouais, je trouve que ça me laisse sans voix, quoi. Je m'attendais pas à des chiffres aussi importants, en fait. Enfin, c'est un, c'est un peu triste aussi. Enfin, voilà, d'en être encore là, quoi. Et, euh, et d'où ça vient? Alors, effectivement, les réseaux sociaux, j'imagine, que ça véhicule tellement de stéréotypes, et peut-être ça réalimente cet ancrage, ces injonctions. Je sais pas, là, j'avoue, je m'attendais pas à des chiffres comme ça. Bah oui, les chiffres, effectivement, moi, Jean-Jean et Émilie, ils sont fous. Ah oui, je précise que je porte une veste bleue parce que je l'ai piquée à Solène, parce que le bleu, de toute façon, c'est Moi, je porte que du pas bleu. une Je porte couleur de, rose. de garçon, c'est la couleur de Solène. C'est écrit partout, tout le monde le sait, c'est dans les dicos, et particulièrement ce bleu en plus. Voilà, c'est J'ai ça. fait exprès. Moi, je suis anti-rose, quoi. Enfin, Non, au-delà de ça, il y a un chiffre qui m'a interpellé dans ce que tu as partagé, Solène, c'est sur le devoir de protéger les filles, que les garçons ont cette croyance. C'est intéressant parce qu'on la retrouve aussi beaucoup chez les adultes. C'est 70% des hommes qui pensent devoir subvenir aux besoins de la famille. Donc il y a cette notion finalement de protection. Ce qui est intéressant dans ce chiffre chez les adultes, donc j'ai dit 70% des hommes pensent, estiment devoir subvenir aux besoins de la famille, et 62% des femmes le pensent également. C'est intéressant aussi de voir parce qu'il y a, et ça met aussi une pression sur les hommes, sur la Bien sûr. réussite, devoir subvenir aux besoins. bien sûr, et donc sur le surinvestissement dans la sphère professionnelle, sur du coup ce culte de la performance en permanence, etc., etc. Et effectivement, ça a été évoqué. Je crois que les réseaux sociaux, ils ont un rôle majeur parce que tout simplement, chez les 11-14 ans, dont tu nous parlais plus spécifiquement, Solène, ben, c'est effectivement là où ils passent quand même le beaucoup de temps, je vais dire le plus clair de leur temps, mais en tout cas beaucoup de temps. Et du coup, quelques chiffres, pardon, parce que je sais que Solène en a partagé beaucoup, mais qui me semblent intéressants. Aujourd'hui, 68% des contenus sur Instagram proposent des stéréotypes de genre. Sur YouTube, il y a seulement 8% de vidéos qui sont faites par des femmes, par des filles. Et sur TikTok, 61% des vidéos présentent des comportements stéréotypés masculins et 42,5% des vidéos d'humour ou de divertissement contiennent des représentations dégradantes des femmes. Donc les chiffres, ils sont hallucinants. Et effectivement, cette population-là est spécifiquement beaucoup sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux encouragent pleinement ce truc-là. Et donc du coup, avec un côté un peu entre-soi, vase clos, et donc du coup, ces croyances sont sont surconfortées. Donc une des actions pour moi, c'est d'encourager les filles à prendre la parole sur les réseaux sociaux, de prendre leur juste place sur les réseaux sociaux pour contrebalancer cette surreprésentation qu'il y a aujourd'hui des jeunes garçons sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai que, en fait, on s'aperçoit que on se retrouve encore avec les stéréotypes où les garçons prennent le lead pour être des créateurs de contenu. Quand on voit le nombre, en fait, d'influenceurs aujourd'hui, nous, en fait, il y a que une Léna Situation pour 9 Squeezie, Inoxtag, etc. Donc en fait, on voit que voilà, eux, ils sont là, ils deviennent des vrais entrepreneurs, ils gagnent de l'argent, etc. Et puis dans les filles, il y en a qu'une seule, quoi, voire deux. Et du coup, voilà, elles prennent pas leur place aussi sur les réseaux sociaux et ça fait des inégalités dans la consommation de contenu. Parce que, comme je le disais très récemment sur les réseaux sociaux, en fait,
On a aussi les réseaux sociaux qui sont devenus complètement genrés, avec nos garçons qui apprennent à avoir des muscles, à être courageux, etc. sur YouTube, et les filles qui apprennent à être belles et à préparer des bons petits plats sur Instagram. Et encore, si c'était que se muscler, aujourd'hui, on leur apprend à se casser la mâchoire à coups de marteau Oui, oui, ouais. pour avoir effectivement une apparence encore plus masculiniste. Sur l'enquête aussi, si on en revient un petit peu aux injonctions, aux qualités, etc. Les garçons disent aussi que les injonctions qu'ils ont le plus, c'est être courageux, être sportif, être compétitif, et il y a être musclé. C'est ce qui revient en premier, quoi. Et le premier numéro 1, c'est vraiment être courageux. On leur demande d'être courageux. Elisabeth, t'as quelque chose à dire par rapport à ça, cette qualité? Alors, oui, d'abord, moi, juste par rapport aux chiffres, je les trouve assez bas au final, parce que ça veut dire que Ouais, 90% pensent le contraire. Pour moi, 10%, je suis très, très étonnée. Dans tous tes sondages, en fait, c'était entre 10 et 30% un oui, maximum, tu vois. ouais. Et les 10%, j'avoue que je trouve ça très, très étonnant parce que moi aussi, je suis beaucoup TikTok et je vois qu'effectivement, ben, c'est un petit peu le contraire que l'on voit. Donc je sais pas si, je crois beaucoup aux sondages et aux statistiques, mais parfois aussi la réponse des gens peut être en fonction, de ce qu'on attend de ce qu'ils répondent. Donc je pense que, les chiffres sont, selon moi, beaucoup plus, élevés. Tu me parlais, de courage. Alors oui, c'est très étonnant, ça aussi, encore un petit, une petite expérience sociologique. On met des bébés, avec leur maman arrive avec les bébés et on les met en haut d'une pente, qui va être de plus en plus pentue et on demande aux mères, donc il y a des bébés filles et des bébés garçons, selon vous, quel va être, le pourcentage, de pente que votre enfant réussira, réussira à prendre avec courage? Et ben, on se rend compte que les bébés filles et les bébés garçons arrivent exactement au même pourcentage de pente. Par contre, les mères pensent que les garçons vont être plus courageux que les filles. Donc c'est encore un exemple pour, montrer qu'effectivement, c'est encore une histoire d'éducation. Voilà, c'est toujours et encore une histoire d'éducation. On dit aux garçons: «Bah oui, tu vas être courageux» et aux filles, on leur dit toujours: «Oh là là, non, ne fais pas ça, tu vas tomber» et cetera. Alors que les garçons, on les entraîne même à tomber, quoi. Donc, bien évidemment qu'après les garçons se disent qu'il faut être courageux. C'est ce qu'on leur dit d'être. Bah, les filles, elles, la première injonction, hein, j'avoue que j'étais assez surprise. Au même niveau que les garçons pour courageux, c'est être intelligente. À Oui. 55 Mais ça veut dire quoi? Qu'on leur dit qu'elles sont bêtes et qu'il faut qu'elles soient intelligentes? Parce que Bah, c'est ça. généralement la première injonction, c'est être belle, hein, ça c'est Alors être belle arrive à en fait, intelligente, c'est 55. Quelle est la qualité la plus importante que l'on demande à une fille d'avoir? Et donc c'est intelligente 55, sérieuse 40 et belle 20. encore un chiffre qui m'étonne, mais pourquoi pas? Les 11-14 ans sont 27 à dire qu'il faut être belle et les 15-17 ans sont 24, un petit peu moins. Et elles sont 2 à penser qu'on leur demande d'être bagarreuses, ce qui est pas énorme. Les garçons, oui, ils sont quand même 18 à dire qu'on leur demande d'être beaux, les garçons. Beaux et musclés 23. Ça, je suis pas étonnée, ça c'est clair. Mmh. Les Ouais. garçons et la salle, c'est quelque chose qui est vraiment très, 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 plus que tendance, hein. Bah, Mmh. merci Thibaut InShape, hein. C'est ça. Donc voilà, donc les qualités attendues pour les filles, c'est intelligente, sérieuse, courageuse. Pour les garçons, c'est sportif, courageux et intelligent. Pas mal d'injonctions. Et par contre, ils ont aussi l'impression qu'ils sont pas bien, enfin qu'ils ne sont pas traités de la même manière et de manière égale sur les réseaux sociaux, à l'école, dans l'espace public, et donc qu'il y a quand même une inégalité de traitement encore, quoi. Elisabeth, d'après vous, d'après votre expertise, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Alors peut-être déjà nous chacun en tant que parents, pour toutes celles et ceux qui écoutent l'émission Génération Parents, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour essayer de lutter contre ces injonctions faites aux petits garçons?
Alors, bah, évidemment, on sait bien que que l'éducation d'un enfant se fait pas que chez lui, hein. Ça se fait, aussi bien, quand il va à la crèche ou à l'école. Ça se fait aussi par la société, c'est-à-dire, les vêtements qu'il voit, les livres qu'il lit, les jouets qu'on lui offre et cetera. Donc évidemment, on n'est pas que sur un créneau. Alors, l'école, c'est vrai qu'on lui demande beaucoup, mais en même temps, ben, il y a beaucoup de choses qui peuvent déjà se faire, par exemple, rien qu'à la crèche. Alors moi, j'ai toujours avec mes sociologues, j'ai interrogé une sociologue qui m'expliquait que, par exemple, quand on sortait, des grands, tissus pailletés, bah, les garçons avaient aussi envie que les filles de s'habiller, de jouer à la princesse et cetera. Mais que les dames de la crèche, hein, puisque la sociologue est restée 1 an dans une crèche, quand les parents arrivaient et qu'on demandait: «Bah, il a fait quoi aujourd'hui?» elles ne le disaient pas. Voilà. Pareil, ces dames de la crèche, quand les garçons arrivaient, c'était: «Oh, tu es fort» et quand les filles: «Tu es beau». C'est-à-dire, en fait, déjà, voilà, rien que ça, les professionnels de santé de crèche, qui voient beaucoup d'enfants qui arrivent, devraient être effectivement, éduqués, à avoir un autre type de vocabulaire, un autre type d'action. Ça pourrait être intéressant déjà, parce que beaucoup, beaucoup d'enfants vont en crèche, voilà. Ensuite, au niveau des parents, c'est beaucoup plus difficile, hein, parce que les parents, ont quand même des choses ancrées. Moi, je vois que quand je fais des publis pour mes nouveaux magazines à chaque fois qu'ils arrivent, évidemment, il y a une part de personnes qui sont d'accord avec mon discours et il y a une part, il faut voir les commentaires, hein. Je veux dire, c'est extrêmement compliqué, hein. Donc, comment parler à ces adultes, qui ont des stéréotypes extrêmement ancrés et ils sont nombreux, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population d'adultes qui a bien compris certaines choses et une autre partie qui n'a pas vraiment compris et qui continue à rester avec ces stéréotypes. Donc, cela, c'est l'éducation et puis évidemment, surtout les vêtements, les jouets, il faut vraiment, vraiment arrêter ça. Moi, chaque, jour, je reçois des mails de mes lectrices qui sont devenues mes détectives, qui m'envoient, ben, des choses avec, du rose et du bleu, de la taxe rose, des écrits sexistes. Ça continue, en fait. Dans les librairies, dans les boutiques, les filles se plaignent parce qu'elles n'ont pas de poche, ou des shorts trop courts. Bref, donc là, il faudrait vraiment que la société, donc les entreprises, arrêtent de faire cette différence qui est assez, terrible. Ouais, en termes de consommation, bah, moi, je suis tout le temps énervée, dès que je vais dans un magasin parce que moi, j'ai 3 garçons et en fait, dans tous les magasins, grand, public, en fait, le rayon petite fille, pour le même âge, fait 3 fois la taille du rayon petit garçon, quoi et hem et en fait, on a 0, enfin, je sais pas, on peut on n'a pas de choix, quoi. Enfin, je trouve qu'on n'a pas trop de choix et je me faisais la réflexion justement, bah, pour les fêtes. Donc en fait, pour les fêtes, on est dans un rayon, il y a que des paillettes, des super robes et cetera et pour les garçons, mais il y a rien du tout et je me rappelle, alors moi, j'ai été, marraine de, Winning Girls, qui est en fait une association, qui permet à des jeunes filles pendant 1 semaine de faire un stage, bah, pour développer son ambition, rencontrer des femmes pilotes d'avion, des femmes chefs d'entreprise et cetera et il y avait, une jeune fille qui nous disait qu'en fait, avec le stage, elle avait vraiment réalisé tous les stéréotypes et à quel point ils étaient ancrés chez elle et donc elle racontait qu'elle avait un frère jumeau et que, par exemple, à Noël, sa mère lui avait demandé, de bien s'habiller, de mettre une robe, de se maquiller et cetera et son frère avait débarqué comme un pouilleux, et il y avait aucun problème, quoi et donc elle disait: «Il y a vraiment» enfin, elle voyait l'inégalité de traitement qu'il y avait entre, elle et son frère et les injonctions qu'elle, elle avait et que son frère n'avait pas forcément. Alors certainement qu'il avait d'autres injonctions, du type, sois fort, et cetera. Mais, c'est vrai que dans l'éducation, les parents, ont encore énormément de stéréotypes et tout ce que tu décrivais, moi, à la crèche, mais je l'ai
tellement vu. Genre, l'enfant qui adore, le garçon qui adore se déguiser avec une robe de princesse et en fait, on le dit une fois aux parents et le parent s'énerve et du coup, à chaque fois, on le dit plus aux parents parce que, le parent va pas être content parce que, son garçon a mis une robe de princesse, quoi. Alors que c'est pas parce qu'il a testé, enfin et puis voilà, s'il a envie de mettre une robe, chacun s'habille, comme il veut, quoi. Elisabeth, vous parliez de la responsabilité des marques sur le sujet, sur le côté rose-bleu dans les gammes de vêtements. On le sait, c'est une des dérives, pardon, mais du capitalisme. C'est qu'à un moment donné, c'est juste une approche marketing Ah bah qui oui. est de dire on va vendre plus de vêtements parce qu'on va les genrer et comme ça en fait on va faire on va faire du rose et du bleu alors que dans l'absolu j'ai d'abord une petite fille que j'habille d'une façon et 2 ans après j'ai un petit garçon, bah, je pourrais lui remettre les mêmes vêtements sauf que du coup si je le genre, bah du coup je peux plus. Donc là, la responsabilité des marques sur le sujet, il y a des marques qui sont engagées effectivement et qui essayent hautement de diminuer ça. Le vrai sujet, c'est que souvent il y a un système derrière, il y a des actionnaires derrière et que bah, dégenrer les collections de vêtements, bah, c'est aussi engendrer une baisse des ventes et donc du coup des marges, etc., etc. Mais tout à fait, tout ça a été créé dans les années 80, puisque moi je On va, suis une ouais. enfant des années 70. Alors effectivement, j'ai eu ces fameux habits qu'on partage de frère en sœur. Mais il y a eu ce problème où les gens ont eu de moins en moins d'enfants. Et donc, ça a été créé de façon artificielle. Mais si vous regardez les pubs de Lego, par exemple, des années 70, il y a une pub où on voit une fille, un garçon, ils sont habillés avec ces couleurs qui étaient d'époque orange et marron, et chacun tient un Lego qu'il a fait, qui est un train et un avion. Donc des moyens de transport, une fille, un garçon, fabuleux la pub. Aujourd'hui, les Lego ont inventé des Lego spéciales filles, violet, rose, avec des cœurs, entre copines, etc. Donc oui, je suis d'accord, c'est totalement le capitalisme qui continue à entretenir cela. Et moi, je suis désolée, quand je vais dans les écoles, je vois encore beaucoup de filles habillées en rose et jamais des garçons. Donc, ça marche, ça continue à marcher. Quand elles sont petites, les filles pensent que le rose est leur couleur et que les garçons, c'est surtout pas leur couleur. Bon bah on va clôturer avec le débat. Juste, je vous partage les recommandations du rapport de France Stratégie. Donc il y a 3 grands axes dans les recommandations. C'est faire de la lutte contre les stéréotypes filles-garçons une priorité de politique durable, réduire la pénalité à la maternité et renforcer la coparentalité, agir à l'école pour lutter contre les stéréotypes et renforcer la culture de l'égalité, dégenrer l'orientation scolaire, les formations et les métiers, et agir contre les représentations stéréotypées sur les réseaux sociaux et sur les plateformes numériques. Donc évidemment, c'est des recommandations, hein, on sait, je pense qu'on est les champions du monde des rapports. Je sais pas s'il y aura un passage à l'action, mais néanmoins, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience parentale sur voilà, ces stéréotypes et ces injonctions qui sont aussi bien faites aux garçons qu'aux filles. Et donc, faut avoir une prise de conscience de tous ces biais inconscients qu'on a dans notre éducation. On va passer à la question de parents de la semaine, au secours, donc une question sur les stéréotypes. Donc question d'un parent: mon fils de 7 ans adore danser et jouer avec sa grande sœur, mais dès qu'il en parle à l'école, il se fait moquer par les garçons. Il a commencé à dire qu'il n'aimait plus ça, comment l'aider à s'assumer sans qu'il se sente exclu? Et moi, ça me fait penser à Cyril, qui était le seul garçon dans mon cours de danse classique quand j'étais petite. Il y en avait qu'un. Je me dis, ça devait être quand même dur pour lui, quoi. Alors, est-ce que vous avez des conseils, des idées? Moi, j'ai déjà eu ce cas, régulièrement, voilà, sur la danse ou d'autres choses et hem et moi, là où je travaille, c'est déjà, d'accueillir l'émotion. C'est-à-dire que ce petit garçon qui est moqué, reçoit une agression et déjà, il faut qu'il arrive à extérioriser, à comprendre, que lui, c'est pas lui le problème, c'est vraiment le regard des autres et c'est ce qu'il a reçu, qui fait mal. Et après, moi, je travaille aussi sur la réaffirmation, de ses goûts comme valeur. C'est-à-dire que quand on aime quelque chose, il y a une valeur derrière, c'est une affirmation de soi,
et que là, si c'est ce qu'il aime, c'est la danse, c'est vraiment retravailler sur cette notion-là, quoi, que ça a de la valeur d'aimer ce sport, cette passion. Et après, il faut aussi travailler sur sa confiance. Il y a parfois même à 7 ans, retravailler, reconstruire sa confiance. Et là, c'est se redemander pourquoi j'aime la danse. Alors peut-être, là je pense à la sophro, mais la visualisation, peut-être se dire, se revoir en train de danser, repenser au pourquoi j'aime ça, et ça nous donne de la force au moment où on est attaqué, et avoir des petites phrases en tête. Je suis fière de ce que je fais, je suis fière de ce que j'aime, et qu'on peut se les réactiver. Ces petits garçons peuvent réactiver au moment des agressions. Et toujours, évidemment, en parler aux adultes et puis et dénoncer, parce que c'est du harcèlement, voilà, si ça se passe à l'école, etc. Elisabeth, c'est quelque chose que vous avez traité dans Chica Sport? J'entends tellement de soucis d'harcèlement, etc., que bien évidemment qu'il a le droit d'aimer la danse, hein. D'ailleurs, c'est un stéréotype que je casse. Et maintenant, la problématique des enfants, c'est qu'il est très difficile d'affirmer quelque chose que le groupe rejette. Donc, moi, je lui expliquerai qu'il a le droit d'aimer la danse, de faire des cours de danse, mais que malheureusement, on est encore dans un monde où ce qu'il aime n'est pas accepté par tout le monde. Donc, qu'il évite d'en parler, qu'il ait sa passion à côté, qu'il aille pas chercher entre guillemets du harcèlement, parce que là vraiment pour moi, aujourd'hui, il y a des moments où il faut avoir un jardin secret tant que les choses ne sont pas réglées. Et la danse, effectivement, la danse classique, c'est quelque chose où il peut se faire harceler même pendant des années et puis arrêter d'avoir cette passion. Donc oui, on peut faire des choses hors école, avec justement dans des endroits où il va être accepté. Et puis après, on peut lui montrer des films, hein, Billy Elliot. Il y a eu des tas d'exemples de danseurs, même à New York, hommes qui se sont réunis parce que le prince George justement avait dit qu'il aimait la danse classique, donc ils sont allés dans la rue et ils ont montré que les hommes pouvaient aussi faire de la danse classique. Si c'est de ça qu'elle parle, hein, la mère, je ne sais pas, de danse classique. Voilà, on peut lui montrer qu'il y a des hommes qui en font, etc., mais que bah oui, il y a des choses qui sont pas encore acceptées, ou alors à ce moment-là, aller voir carrément l'instit et puis dire bon, allez, faites un spectacle de danse classique avec les garçons aussi, c'est aussi possible, voyez, mais que ce soit pas lui qui se batte seul contre la horde de garçons qui vont le massacrer. Enfin, ça c'est mon avis. Et ça me fait penser juste, je fais un placement pub pour Baptiste Beaulieu parce que ça me fait penser au livre, je sais pas si vous l'avez vu, Je suis moi et personne d'autre, à destination des enfants, et c'est un peu la même situation, donc un livre que je recommande à tous les parents. Pascal, tu voulais ajouter? Oui, bah peut-être pour compléter ce qui a été dit. Alors pareil, on connaît pas le contexte familial là de la maman qui t'a posé cette question, mais s'il y a un papa, je pense que son rôle il est hyper important sur le sujet. Parce que là, du coup, dans le contexte, parce que c'est un petit garçon, bah, le père, il représente, voilà, l'incarnation, l'exemplarité, etc. Donc, je pense que l'écoute du père, elle est hyper importante sur le sujet. Encourager, le père se doit d'encourager la parole de son fils sur le sujet, surtout que le petit garçon se referme pas, et un soutien inconditionnel du père sur le sujet. Je pense que le petit garçon, il en a hyper besoin à ce moment-là, et que je pense que la figure masculine, elle est essentielle, et il peut faire plein de choses. Écouter, encourager la parole, mais faire plein de choses. Regarder avec son fils, effectivement, Billy Elliot, comme le disait Elisabeth, mais je pense aussi à des danseurs contemporains. Je pense à François Allu, qui a un côté très populaire avec ex-jury de Danse avec les stars, mais finalement, François Allu, si on le regarde, il a les codes. Je mets bien des gros guillemets parce que ceux qui nous écoutent et ne nous voient pas. Il a les codes virilistes. Voilà, il a un physique qui est pas un physique classique d'homme de danseur étoile, parce que François Allu est danseur étoile. Il est pas tout fin, il est assez costaud, il a le crâne rasé, il a de la barbe, etc. Et en fait, c'est hyper intéressant de montrer aussi que différentes représentations d'un homme qui danse. Je pense que ça peut rassurer aussi ce petit garçon, et le fait que le papa l'encourage, le partage ce moment avec lui, je pense que c'est essentiel aussi. Et moi, je crois de toute façon beaucoup à l'exemplarité, en général. Et en fait, ce qui va avec, c'est aussi de montrer
pour le père ses émotions sur le sujet, se dire qu'il est touché. Peut-être dans d'autres cas, là je tire un peu le film, mais dans d'autres registres, bah, de pleurer. Moi, ça m'arrive plein de fois de pleurer devant mes enfants et je suis hyper à l'aise avec le sujet et c'est normal, c'est sain et ça sort l'émotion et tout va bien. Voilà, donc je pense que vraiment dans ce sujet, s'il y a un papa, et je pense qu'il a un rôle majeur à jouer sur le sujet. Eh ben, on va passer maintenant à notre rubrique quiz. Et donc, évidemment, je vous ai préparé un petit quiz sur les stéréotypes de genre chez les jeunes. Alors, on démarre avec une première question. Chez les jeunes de 15 à 24 ans, quel est le stéréotype le plus partagé? Réponse A, les garçons sont meilleurs en maths. Réponse B, les filles sont naturellement plus douces. Réponse C, les femmes s'occupent mieux des enfants que les hommes. Non, le dernier, je suis sûr. La 2, je dirais. Moi, je dirais la Les B. femmes sont plus douces. B, les filles sont plus douces. Et maintenant, c'est la réponse C, les femmes s'occupent mieux des enfants que les hommes. 56% des jeunes pensent que les mères savent mieux répondre aux besoins des enfants que les pères. C'est le stéréotype le plus ancré et il est en progression depuis 2014. Question numéro 2. En 2022, combien de jeunes affirmaient que les filles ont autant l'esprit scientifique que les garçons? Réponse A, 72%. Réponse B, 62%. Réponse C, 53%. C. Bah, ça. 53. Ouais. Du coup, 53, ouais. Ouais, c'est 53 et c'est en baisse parce Ouais. qu'en fait, en 2014, c'est 62% qui partageaient cet avis. Ah oui, c'est en Donc baisse. en 2014, il y en avait 62% qui pensaient que les filles étaient autant scientifiques que les garçons. Et là, ça a baissé à 53%. Donc, hausse des stéréotypes de genre sur le sujet. D'où C'est la ce que tu disais au début. d'avoir Ouais, des actions. Ouais. Mm. Qui est le plus sensible parmi les jeunes à l'égalité entre les genres? Les filles étudiantes, les jeunes hommes en alternance ou les lycéens professionnels? Tu peux répéter le 1? Les filles, hein? Les étudiantes, tout court. Ah oui, les étudiantes, ouais. Ouais. Et oui, c'est la réponse A, c'est les étudiantes qui sont les plus sensibles à l'égalité de genre. D'ailleurs, bravo à elles, hein, parce que je trouve que cette génération des filles fait des choses formidables. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'initiatives. Moi, j'étais bluffée. Moi, j'ai vu des étudiantes justement dans la tech, hyper, enfin très très inspirantes, qui apprenaient à être codeuses et enfin, elles avaient une niaque. Enfin, c'était vraiment très inspirant. Très sensibilisés quand même sur le sujet. Les étudiants plus encore que les garçons, effectivement, mais sont très sensibilisés sur le sujet. Il y a 3 semaines, là, j'intervenais dans une école de com, on va pas la citer. Ils avaient tout un parcours d'une semaine de conférence et moi j'arrivais le vendredi après-midi et c'était en distanciel. Comment te dire que tu sais le truc bien piège hein, quand même. Un vendredi après en distanciel, ils étaient 100, 110, un truc comme ça. Et moi j'ai proposé une conférence interactive de 2-3 heures. Qui est une adaptation de la fresque de l'équité qu'on appelle Bingo de l'équité, donc en fait où on les fait interagir avec des vrais faits, puis après ils doivent interagir sur le sujet et on termine par une partie action. Et ben à ma grande surprise, j'en avais 110 à 14h, et ben j'en avais 100 à 10h et apparemment il y a eu un retour derrière et que j'ai eu là juste cette semaine et ça a été limite leur moment préféré de tout leur cycle de conférences de la semaine et ça montre quand même une adhésion assez forte quand même effectivement de cette population sur ces sujets. Et les actions, elles étaient canon. Hein. Il y avait des trucs hyper forts, hyper engagés. Il y a une vraie envie de bouger les choses, là, quand même. Et bien justement, ça nous amène à la question 4. Quel est le lien entre le niveau de diplôme et l'adhésion au stéréotype? Réponse A, plus on est diplômé, plus on y adhère. Réponse B, moins on est diplômé, plus on y adhère. Réponse C, il n'y a aucun lien. Je sais pas si c'est le diplôme ou. Je pense que ce serait peut-être moins diplômé, même si ça a l'air d'être un peu. Bah, on n'aime pas l'idée, mais dans l'absolu, on n'aime pas trop l'idée. Oui, voilà, même si je trouve ça un peu. En fait, c'est réponse B. En fait, dans l'enquête, on voit que les jeunes avec un niveau de diplôme inférieur sont plus enclins à adhérer aux stéréotypes de genre, selon les. Je le vois d'ailleurs aussi, par exemple, sur mon magazine, je vois que c'est une population de personnes CSP+, qui l'achètent, tu vois aussi. Donc c'est pour ça que je veux qu'il aille dans des librairies, enfin dans des bibliothèques ou dans des CDI, parce que oui, malheureusement, c'est aussi
y a un rapport, quoi. Mhm. Ouais. Et dernière question, lequel de ces stéréotypes est le plus rejeté par les jeunes? Réponse A, les filles ne sont pas faites pour la technologie. Réponse B, les garçons doivent être plus forts et ne pas pleurer. Réponse C, les femmes ne peuvent pas être de bons managers. La plus rejetée. Ouais. C'était Là, quoi le 1 déjà? Les filles ne sont pas faites pour la technologie. J'irai la dernière, moi. Dis-moi. Manager. Pareil Quand qu'Émilie. même, c'est vache, ça. Mais bon. Bah, en fait, c'est ce qui rejette le plus, c'est les filles ne sont pas faites pour la technologie. Ouais. Mais attention, donc en fait, il y a une disparité quand même entre les filles et les garçons, puisqu'il y a 47% des garçons qui le rejettent et il y a 72% des filles qui le rejettent. Ah ouais. Donc mais c'est ce qui est le plus rejeté. Voilà, on a fini avec ce quiz et donc on arrive à la fin de l'émission. Merci à nos invités, Elisabeth, Pascal, Émilie, pour cette discussion riche. J'espère que vous repartez avec plein d'idées pour accompagner vos enfants dans leur développement émotionnel et éducatif. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire, ça nous aide pour le référencement, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous. Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du XXIe siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du XXIe siècle. Merci.